Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Héros on Web. Nous allons parler des mutants, de leur situation actuelle, des épreuves passées et de la place particulière que prend une famille au sein de la communauté mutante, la famille Summers Grey. À toi, bonjour. Yo. Les mutants de Première Terre sont récemment passés par des situations délicates. En effet, peu avant les événements de Secret Wars, Blackagar Boltagon, alors roi des Inhumains, fait exploser la cité inhumaine, déversant la bombe tératogène sacrée de son peuple dans l'atmosphère terrestre. La tératogénèse est un rituel sacré des Inhumains qui révèle leur pouvoir et leur apparence définitive. De ce fait, après l'explosion, les terriens ayant une ascendance inhumaine sont transformés au contact de la brume. On appelle ces personnes les Nov-Humains. Mais les nuages tératogènes ont aussi des conséquences, a priori involontaires, des plus dramatiques dans la communauté mutante. Non seulement la tératogénèse bloque les gènes X, interdisant la naissance de nouveaux mutants, mais les brumes rendent aussi malades de nombreux mutants avérés, réduisant drastiquement la population existante. Ouais, Flèche Noire a fait ça pour gêner Thanos qui est à la recherche de son propre fils. Manque de bol, pas mal de mutants sont tombés malades, et certains sont même morts. Et les humains craignent que cette peste M soit contagieuse. Sale temps pour les mutants. Ce nouveau coup du sort, après le jour M, qui avait déjà réduit considérablement le nombre de mutants sur Terre, a placé la population mutante en danger d'extinction. Les X-Men en particulier se sont trouvés en position difficile, d'autant plus qu'ils ont dû affronter cette nouvelle crise sans le soutien de leurs piliers que sont Charles Xavier, Scott Summers et Jean Grey. Ces derniers événements sont donc pour nous l'occasion de revenir sur les épreuves qu'ont dû affronter les équipes X et sur l'influence de la famille Summers Grey au sein de ces histoires. Commençons par faire un rappel sur l'historique de cette famille, pour le moins hétéroclite. Notre saga commence d'une manière des plus étranges. Christopher Summers, pilote d'essai de son état, est en voyage familial dans son petit monoplan lorsque son appareil est capturé par un vaisseau extraterrestre. Les parents ont tout juste le temps de parachuter leurs deux enfants avant de se faire enlever par ceux qui se révèlent être des chiards. Ils sont séparés et ramenés dans l'empire de leur kidnappeur. Catherine Hahn, hélas, ne survit pas à sa détention, mais Christopher, lui, se joint à d'autres prisonniers, s'évade et forme avec ces derniers les Starjammers, un groupe de rebelles qui défiera l'Empire. Sur Terre, les deux garçons, Scott et Alexander, devenus orphelins et amnésiques suite à l'incident, sont élevés séparément. Scott, devenu adolescent, découvre ses pouvoirs de mutant et devient l'élève du professeur Xavier sous le nom de Cyclope. Il en sera de même des années plus tard pour Alex, alias Havok. Mais, une fois réunis, une autre surprise attend les deux frères. Leur père est vivant. En effet, Corsair, de retour sur Terre, rencontre Cyclope, mais se retient de lui dire qu'il est son père. Plus tard, Scott a une intuition. Il est alors perdu en terre sauvage et se rase en se regardant dans l'eau. Avec un bandeau dans les cheveux et sa moustache qu'il n'a pas encore rasée, sa ressemblance avec le vieux corsaire de l'espace lui saute aux yeux. Cyclope et Havok sont des membres importants des équipes X et en sont souvent les leaders. Bien des années plus tard, on fait la connaissance d'un troisième frère Summers, Gabriel, aussi connu sous le nom de Vulcan. Embryon né d'une mère décédée, croissance accélérée, esclave brimé, pion sacrifié, Gabriel n'est pas vraiment un modèle d'équilibre, comme nous le verrons un peu plus tard. Oui, Gabi a fait partie de l'équipe chargée d'aller récupérer les premiers X-Men sur l'île vivante de Krakoa. La mission a tourné au désastre et ça s'est fini en eau de boudin. Charlie a dû recruter illico une nouvelle équipe de X-Men avec Logan, Colossus, Tornade, etc. Et l'équipe de Gabi est passée dans les pertes et le profit. L'histoire ressort bien plus tard quand un petit malin va sur la Lune récupérer l'œil du gardien mort et déterrer d'autres sales histoires par la même occasion. Les parents de Jean Grey, eux, sont tout ce qu'il y a de plus humain. La jeune fille est cependant une mutante et intègre l'école de Charles Xavier. Elle devient l'un des top pouvoirs psy de la planète. Surtout, elle attire l'attention de cette entité cosmique connue sous le nom de Phoenix, qui, prenant l'identité de Jean, la remplace au sein des X-Men et auprès de Cyclope. Le Phoenix finit par se sacrifier pour le bien de l'univers, et Jean réapparaît quelque temps plus tard. Mais l'histoire ne se termine pas là. Des années plus tard, Xorn, le fanboy de Magneto, tue Jean, pour de bon, ou presque. Et le Phénix revient fusionner avec son corps. Et là, les X-Men vont être obligés de se charger de la menace de façon définitive. À moins que... Justement, lors de la première période où Jean et le Phénix sont censés être morts, Cyclope devient le père de Nathan, Charles, Christopher Summers. La mère de l'enfant est Madeline Prior, que l'on apprendra être un clone de Jean Grey. Hélas, alors que sa mère devient folle et prend l'identité de Goblin Queen, Nathan est infecté par un virus techno-organique. Pour sauver son fils, Cyclope accepte de se séparer de lui et l'on voit se faire soigner dans le futur. Des années plus tard, un voyageur temporel fait son apparition. Cable, guerriero aux méthodes expéditives,
Il se confrontera plusieurs fois à Cyclope et ses stratégies plus tempérées. Nous apprendrons par la suite qu'il s'agit en fait de son fils, de retour du futur. Ouais, on peut pas dire que Scotty était très perspicace sur ce coup-là. Non seulement Cable a des prothèses cybernétiques juste aux endroits où son fils a été touché par le virus techno-organique, mais en plus, celui-ci se fait appeler Nathan Winters. Summers, Winters, c'est bon? Vous l'avez? Ce futur, où Nathan Summers est envoyé, est dirigé par Apocalypse. Le tyran, cherchant un nouveau corps pour lui servir d'hôte, jette son dévolu sur notre bébé mutant au potentiel prometteur. En fait, il enlève et élève un clone de Nathan que Mère Ascani avait créé au cas où l'enfant succomberait au virus. Nathan, devenu adolescent, fait échouer la passation de pouvoir d'Ensabanur à son clone, Strife, mettant fin à la tyrannie d'Apocalypse. Depuis, Strife voue une haine féroce pour son original et toute sa lignée qu'il poursuit même à travers le temps. Il existe un autre double de Cable, Nathan Grey, connu aussi sous le pseudo super original de X-Man. C'est un rescapé de l'ère d'Apocalypse, de même que Dark Beast ou Holocaust. Il ressemble exactement à Cable, mais sans virus techno-organique. Mais en mode chochotte. C'est aussi à peu près à cette époque que Rachel Grey Summers débarque sur nos rivages depuis le futur, avec cette particularité qu'elle vient d'une lignée temporelle alternative. Dans sa lignée d'origine, elle est la fille de Jean Grey et Scott Summers, mais tous deux sont morts ainsi que la plupart des mutants, exterminés par les Sentinelles. Seulement, dans la réalité 616, les Sentinelles ont été vaincus par les X-Men, et surtout, Rachel n'est pas née. Cherchant malgré tout refuge auprès des X-Men, Rachel devient à son tour le Phénix grâce à une affinité héritée de sa mère. Petit détour hasard-bilan. La Rachel, échouée dans notre réalité. Elle continue de vieillir. Elle y devient Mère Ascani. C'est la vieille qui dirige la résistance contre Apocalypse. Et donc, c'est elle qui accueille Nat lors de son premier voyage dans le futur pour se faire soigner. Donc, elle élève le fils du clone de sa mère d'une autre réalité. En simplifié, son demi-frère alternatif. Mieux, elle transfère la conscience de Jean et Scott dans le futur afin qu'ils puissent élever Nathan, histoire que ça soit un peu plus normal. Enfin, pour la famille Summers, quoi. Cable a lui aussi un fils, Tyler, qui s'opposera en plusieurs occasions à son père et aux X-Men. Mais parlons plutôt de Hope. Bien que n'étant pas du sang des Summers, elle porte leur nom, car elle est la fille adoptive de Cable. Après l'épisode House of M, les familles X sont au plus mal. Scarlet Witch ayant décidé, grâce à son pouvoir quasi absolu, qu'il n'y aurait plus de mutants. Beaucoup perdent leur pouvoir et aucun nouveau mutant ne naît pendant des mois. Aussi, lorsqu'une petite fille mutante vient au monde, elle fait l'objet de toutes les convoitises. De nombreuses personnes, plus ou moins bien intentionnées, se mettent à sa recherche. Finalement, c'est Cable qui la prendra sous son aile et ira l'élever loin du tumulte des profiteurs dans le futur. Apocalypse, Strife, Mister Sinistre, de nombreux esprits machiavéliques ont eu pour objectif de prendre le contrôle de la lignée des Summers. Pour eux, l'élu, le mutant qui changera le monde, naîtra de cette lignée. Nous savons en effet que Nathan Summers, alors un simple nouveau-né, était pressenti pour être l'un des mutants psy les plus puissants de la planète. Bien sûr, le virus techno-organique limite terriblement ses capacités, et, devenu Cable, il affronte ses ennemis avec d'autres armes. Alors, plutôt que de parler de potentiel et de ce qui aurait pu être, examinons les faits. À quel moment l'action ou la participation d'un membre de la famille Summers a-t-elle été primordiale? Nous noterons ainsi, de manière un peu mesquine, les bons et les mauvais points à accréditer aux Summers, en nous concentrant sur les actions les plus impactantes. Ah ouais, je vais faire les comptes, tiens. On va mettre les points Happy Charlie ici, et les points Apocalypse Joue là. Commençons donc avec le patriarche de la lignée. Comme nous le disions tout à l'heure, Christopher Summers, aussi connu sous le nom de Corsair, dirige les Starjammers dans leur lutte contre l'empereur Ken, responsable de son enlèvement et de la mort de sa femme. Il obtient réparation lorsque Ken est tué. Mais, plus important, grâce aux rebelles, l'Empire Shi'ar sera alors dirigé par Lilandra Merani pour le plus grand bien de la galaxie. Ouais, mais des années plus tard, c'est Gabriel Summers qui s'empare du trône Shi'ar, après avoir tué Corsair, son propre daron. Et là, c'est Alex qui prend la place de son père, à la tête des Starjammers, pour lutter contre son psychopathe de frère. Mais finalement, c'est Flèche Noire qui va lui casser la bouche. Cyclope est la personne qui a le plus long leadership des équipes X. Il a eu de nombreuses occasions de se distinguer, en particulier envers les différents avatars de Jean Grey. En effet, c'est grâce au sentiment de Jean pour Scott que le Phénix Noir, capable de ravager des systèmes solaires entiers, parvient à être ramené à la raison. Pour les mêmes raisons, le Phénix mettra fin à sa propre vie afin de ne pas retomber dans ses travers destructeurs. Ouais, mais des années plus tard, Jean refait surface. Et là, Scott largue son fils, Nathan, et sa femme Madeleine pour retourner avec sa première pépée. Ouais, du coup,
Maddie, elle pète un câble, elle se transforme en reine démon, et elle manque de fusionner la dimension des limbes avec la réalité. Pas vraiment ce qu'on appelle une rupture en douceur. En plus, après l'épisode Maison M, il se frite avec les Vengeurs à propos du retour de la Force Phénix sur Terre. Il voudrait que Hope Summers devienne le nouvel hôte du Phénix pour donner un coup de boost aux mutants qui sont plutôt dans la panade. Les Vengeurs sont carrément pas d'accord, vu le potentiel destructeur de la bestiole, et ils décident de prendre Hope sous leur aile. La Force Phénix se fragmente donc entre 5 autres mutants, dont Cyclope. Celui-ci, gavé de pouvoirs cosmiques phénoménaux, décide de continuer à jouer son petit chef pour le bien du monde, façon Pol Pot. Au bout du compte, il se fait quand même latter par les Vengeurs. Et le problème, c'est que ce débilos, dans sa fureur, arrive même à aller tuer son prof de toujours, Charles Xavier. Pas happy, Charles. C'est hélas vrai. Cependant, c'est bien à lui et à Jean, transportés dans le futur, que l'on doit la fin du règne d'Apocalypse, lorsqu'il empêche le tyran d'investir le corps du clone de Nathan, Strife. Ok, mais pour quelqu'un qui a viré Apocalypse de son trône à l'âge de 12 ans, câble est un petit peu long à se débarrasser des nouveaux Cananéens. Ces parasites qui ont pris le pouvoir après une sabanure sont toujours là. Et en plus, il en a profité pour se prendre la tête avec son rejeton. Tyler. Genesis, il se fait appeler, je crois. Mais pourquoi pas Rogue Voisine, tant qu'on y est. Certes, mais Cable a quand même sauvé Hope. Ah non. Pas de point quand un Summers s'en sauve un autre, et c'est trop facile. Bon, on parle de Rachel. Bah si tu veux, mon pote, avec plaisir. La première fois que l'on entend parler de Rachel, elle aide donc la Kitty Pryde de son époque à investir le corps de son double de la réalité 616. Elle parvient ainsi à éviter le meurtre du sénateur Kelly. Par conséquent, le futur où les mutants sont pourchassés par les sentinelles et où la plupart des X-Men sont morts disparaît. Ensuite, elle échoue dans notre temps. Après un séjour chez les X-Men, elle cofonde l'équipe d'Excalibur. Merlin et sa fille Roma manipulent en réalité les membres de l'équipe pour qu'ils affrontent Necrom, un puissant sorcier. Rachel lui fait face. Elle l'empêche de fusionner les réalités et de s'emparer de la Force Phénix. Enfin, et même si ça ne compte pas de points, je tiens à ajouter qu'en tant que mère Ascani, elle résiste vaillamment à Apocalypse, sauve Nathan, et transfère la psyché de Jean et Scott depuis le passé pour qu'ils puissent l'élever. Pas de mauvais points à ajouter ? Non. Vraiment ? Non. Pas de mauvais points à rajouter. Et il n'y a pas intérêt à dire du mal de Rachel devant moi. Je suis trop fan. Élu de la mutanité ou calamité, la question reste donc à trancher. Cependant, comme vous avez pu le voir, la famille Summers Grey a une influence non négligeable sur le monde, et même au-delà, que ça soit en bien ou en mal. Mais, sur Première Terre, bien que la guerre entre les X-Men et les Inhumains ait pris fin, les retombées de la peste M et de l'infertilité des mutants restent à définir. Le professeur Xavier, Jean Grey et même Cyclope, disparus un peu avant la guerre contre les Inhumains, manquent à présent à l'appel. Aucun n'est donc présent pour affronter ce nouveau statu quo et défendre leur espèce. De plus, hormis Cable, les autres membres de la famille Summers sont désespérément absents de la scène. Doit-on y voir un mauvais présage ? Wow, enfin la présence de la famille Summers, ça n'a pas toujours été un signe de réussite. Sans compter que maintenant il y a un nouveau Cyclope qui est venu du passé, que le fauve de notre époque a été cherché et qu'il a ramené avec le reste de son équipe, donc une nouvelle Jean Grey. On peut encore avoir des surprises. Voilà qui me semble juste. C'est donc sur cette conclusion que s'achève notre émission du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Je ne sais pas où ils ont été chercher cette histoire d'allogénétique. Franchement, comme Messi mutant, tu aurais pris qui, toi ? Franklin Richards, évidemment. Ben oui, évidemment.